Le nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria a été officiellement investi hier. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, y a pris part. Le Niger célèbre demain la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, le ministre de la Santé et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Niger ont livré des messages. La répartition des primes de motivation au ministère des Finances au centre d'un point de presse animé par le directeur de cabinet du ministère des Finances. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey ce matin de retour d'Abuja au Nigeria où il a pris part à l'investiture du nouveau président élu Muhammadu Buhari. À sa descente d'avion, le président Issoufou Mahamadou a été accueilli par le premier ministre Brigitte Rafini avant d'être salué par les présidents des institutions et les membres du gouvernement. de la République. Les honneurs vous sont rendus par la musique principale des forces armées nigériennes. Le drapeau national et sa garde. 3 pelotons de la gendarmerie nationale, sous les ordres du capitaine Ibrahima Mohamed, commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens. À vos ordres d'excellence. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était donc du 28 au 30 mai au Nigeria, où il a pris part aux festivités marquant la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République fédérale sœur du Nigeria. Une cérémonie qui a enregistré la participation de plus de 20 chefs d'État et de gouvernement. Le résumé avec James Didier et Moumouni Gadou. Arrivé le jeudi 28 mai à Abuja, le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu un accueil plein de chaleur et d'amitié de la part des autorités nigérianes, de la représentation diplomatique du Niger accrédité à Abuja, en présence d'une forte délégation nigérienne vivant dans la capitale politique Abuja, qui vit depuis quelques jours au rythme d'une véritable fête,
celle des festivités marquant l'investiture du nouveau président Mahamadou Buhari, élu le 28 mars dernier à l'issue d'une élection présidentielle libre et transparente, élection aujourd'hui citée un exemple sur le continent. Ce vendredi 29 mai 2015, qui marque ainsi la cérémonie officielle de la prestation du serment du nouveau président de la République à la place Aigle Square, édifice qui abrite les grands événements des milliers de Nigériens, était au rendez-vous. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, étaient présents pour témoigner leur solidarité et leur joie au peuple du Nigeria qui fête ce jour la victoire de la démocratie, qui consacre ainsi la prestation du serment du nouveau président Mahamadou Buhari et de son vice-président, le professeur Yemi Osinbajo. Une investiture très émotionnelle sous le contrôle du président de la Cour suprême et les applaudissements du grand public scandent le slogan « Nigeria c'est Baba, Nigeria c'est Mahamadou Buhari ». Investi président de la République fédérale du Nigeria et commandant en chef des armées, Mahamadou Buhari a reçu 2 drapeaux de la main du chef d'état-major, celui de la représentation nationale et celui de la défense, en guise de reconnaissance et de respect de la hiérarchie. Dans les discours qu'il a prononcés à cette occasion, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria, Mahamadou Buhari, a rappelé les innombrables défis qui l'attendent, notamment celui de l'insécurité animée par la secte Boko Haram, dont il s'est engagé à éradiquer. Il a également appelé l'ensemble des Nigériens à se mobiliser autour de lui pour redresser la situation. Comme vous le constatez, c'est avec ce défilé de la fanfare de l'armée nigérienne qu'ont pris fait les cérémonies de la prestation du serment du nouveau président élu démocratiquement, Mohamed Buhari. Une cérémonie qui a rassemblé une 50aine de chefs d'État venus du monde entier. Dans la soirée, le président de la République fédérale du Nigeria, Mahamadou Buhari, a offert un dîner de gala à l'ensemble de ses hôtes. Une soirée très riche en animation culturelle qui a vu la participation de la célèbre troupe Al-Bichi du Niger qui a dédié une chanson au tout nouveau président de la République fédérale du Nigeria. À l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce jour sous la présidence du deuxième vice-président de l'institution, les honorables députés nationaux ont eu droit à une journée parlementaire sur la situation des adolescentes au Niger, une situation que reconnaît préoccupante le réseau des parlementaires sur la population et le développement. Le compte rendu est signé Saïd Ismail Ibrahim Tahir Hassan. Pour une population générale de plus de 17 millions d'habitants, on compte plus de 11 millions d'individus âgés de moins de 25 ans. Une situation qui comporte à la fois un atout majeur et un grand défi pour le développement socio-économique et humain, s'alarme le réseau parlementaire pour la population et le développement. Cette journée constitue pour nous un élément de sensibilisation, de plaidoyer pour que les Nigériens tiennent compte de l'importance qu'il faut plutôt accorder aux enfants. Les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école. Les enfants, ils ont besoin de grandir sainement. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin de devenir des adultes responsables, capables de construire et de développer. Face à la situation, le pouvoir public est placé devant sa responsabilité. Les pouvoirs publics ont l'obligation de faire face à plus d'informations sur la santé de la reproduction, l'élimination de toute forme de violence à l'égard de l'adolescente, la formation des jeunes orientés vers les secteurs porteurs, l'accès aux loisirs pour tous les jeunes. Plusieurs facteurs culturels ne sont pas favorables à l'épanouissement des adolescentes au Niger. Et parmi ces facteurs, il y a le comportement nataliste de la population. Tout en reconnaissant les avancées enregistrées sur la situation des adolescentes et de plusieurs réseaux des jeunes pour promouvoir le leadership de celles-ci, cette promotion ne peut se faire sans prendre en compte les préoccupations que les jeunes se sont eux-mêmes exprimées. Semble dire le deuxième vice-président à l'endroit spécifiquement de l'UNFPA et de CONIPRAT, des partenaires très en vue face à la situation des adolescentes au Niger.
Le Niger célèbre demain, 31 mai 2015, la journée mondiale sans tabac. À l'instar de la communauté internationale, notre pays s'est engagé dans la lutte contre le tabagisme et ses effets. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a livré un message dans lequel il invite tous les citoyens à s'impliquer dans la lutte contre ce fléau. La célébration de la journée mondiale sans tabac est l'occasion propice de souligner les risques pour la santé liée à la consommation de tabac et de plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire cette consommation. En effet, l'épidémie mondiale du tabagisme tue presque 6 millions de personnes chaque année, dont plus de 600 000 non-fumeurs qui meurent parce qu'ils ont été exposés au tabagisme passif. Cette épidémie tuera plus de 8 millions de personnes chaque année d'ici 2030 si rien n'est fait. Malheureusement, plus de 80% de ces décès, pourtant évitables, se produiraient dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le Niger. Malgré la volonté politique de nos dirigeants et l'activisme de la société civile, la mise en œuvre de la Convention a été mise à rude épreuve par l'industrie du tabac à travers ses diverses manœuvres, la corruption, le renfort des publicités et la promotion du commerce illicite de tabac et des produits du tabac. C'est justement pour faire face à ces nouveaux défis imposés par l'industrie du tabac à nos pays que l'opinion internationale a choisi de se focaliser cette année autour du thème suivant: éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Loin d'être fortuit, le choix de ce thème s'impose, car le commerce illicite des produits du tabac constitue un vaste sujet de préoccupation mondiale, notamment du point de vue sanitaire, juridique, économique et de la gouvernance. C'est consciente de la gravité de la pandémie du tabac et de ses conséquences dévastatrices que les autorités de notre pays n'ont pas hésité à signer et ratifier la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, mais aussi et surtout doter notre pays de tout l'arsenal juridique nécessaire à la lutte anti-tabac, savoir, loi, décret, arrêté. Aussi, je puis vous assurer que les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Al-Haji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ne ménageront aucun effort pour signer, ratifier et mettre en œuvre le protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits afin de barrer la route à l'entreprise criminelle qui se cache derrière cette activité. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le commerce illicite n'est pas seulement l'apanage des autorités politiques. Elle requiert l'implication et la participation active de tous les citoyens, société civile, forces de défense et de sécurité, ONG et associations, jeunes, universitaires, commerçants. C'est pourquoi je vous engage tous à plus de vigilance pour faire échec à l'entreprise criminelle et ainsi sauvegarder la sécurité de notre pays. À l'instar donc de la communauté internationale, le Niger célèbre demain, 31 mars 2015, la journée mondiale sans tabac. Pour sa part, à cette occasion, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Niger, Dr Assima Oupana, a lu le message livré à cette occasion par la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Je vous propose de suivre la teneur de ce message. Cette année, la journée mondiale sans tabac a pour thème éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Il attire l'attention sur le fait qu'une cigarette sur 10 consommée dans le monde, ainsi que beaucoup d'autres produits du tabac sont illicites. Par conséquent, ce commerce illicite est un vaste sujet de préoccupation mondiale à plusieurs égards, notamment du point de vue sanitaire, juridique, économique, de la gouvernance et de la corruption. Le commerce illicite comporte 3 composantes principales intimement liées: contrebande, contrefaçon et évasion fiscale. Les produits illicites n'affichent pas les mises en garde sanitaires
requises par la loi et trompent les consommateurs. Ils sont facilement accessibles et d'un coût plus abordable, ce qui peut amener les gens, et particulièrement les jeunes, à les essayer. Dans le cadre des efforts en cours visant à lutter contre les problèmes posés par le tabagisme, 18 pays de la région africaine exigent le marquage de tous les paquets de tabac avec identification de l'origine du produit. Et 13 pays requièrent la surveillance et la collecte des données sur le commerce transfrontalier des produits du tabac, y compris le commerce illicite. Les pays introduisent également des systèmes de suivi et de traçabilité plus efficaces pour réduire le volume du commerce illicite des produits du tabac. Ce sont là des mesures louables. Néanmoins, le commerce persistant en produits du tabac illicite compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les gouvernements. Face à l'ampleur du commerce illicite du tabac, la communauté internationale a conjugué ses efforts en vue d'établir le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac dans le but de fournir des orientations sur l'élaboration des stratégies globales pour venir à bout de ce problème. À ce jour, seuls 14 pays dans la région africaine ont signé le protocole et uniquement 2 l'ont ratifié. La ratification du protocole est l'élément clé qui signifie que l'on s'engage à lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. J'exhorte les décideurs politiques à reconnaître que le commerce illicite du tabac non seulement aggrave l'épidémie mondiale du tabagisme et les conséquences sanitaires associées, mais qu'il a également des répercussions sur le plan de la sécurité, car il peut servir à financer les crimes organisés, notamment le trafic de drogue, d'êtres humains et d'armes. Le grand public doit prendre conscience des conséquences négatives du commerce illicite des produits du tabac sur le plan sanitaire, économique et social et aider les gouvernements à éliminer ce commerce. Le directeur de cabinet du ministre des Finances a animé un point de presse cet après-midi pour apporter des précisions sur la répartition des primes de motivation au ministère des Finances. Maïdaj Abdou rend également public la décision du Conseil d'État sur cette répartition des ristournes entre les différents agents de la régie financière. Abari Amiti, précision. Ce point de presse du directeur de cabinet du ministère des Finances apporte des précisions sur le bras de fer qui oppose le ministère des Finances au syndicat des agents des impôts SNAI, la prime de motivation accordée aux agents de l'administration des finances et de sa répartition au cœur du débat. C'est en 2003 qu'une loi a été adoptée instituant un régime de motivation des agents des régies financières. L'article 5 de cette loi donne compétence exclusive au ministre chargé des Finances pour en déterminer le mode de répartition par arrêté. En l'espace de 6 mois, il y a eu 2 arrêtés abrogés et un 3e pris qui est encore en vigueur mais n'a jamais donné satisfaction aux bénéficiaires. Cet arrêté renvoie les modalités de répartition du régime de motivation à un procès verbal non prévu par la loi. Depuis ce temps, il y a eu régulièrement des contestations sur ce mode de répartition qui consacre 70 mises aux administrations fiscales sur les recettes qu'elles recouvrent et seulement 30% à toutes les autres administrations du ministère des Finances.
Cette répartition a été contestée par tous les syndicats, exception faite du Sinaï. Ce qui a amené l'administration à entreprendre des négociations en vue de trouver une solution équitable. Face aux différentes contestations et sur instruction du Premier ministre, le ministre des Finances Gilles Baé a sollicité l'avis du Conseil d'État pour des précisions sur la légalité du mode actuel de répartition des ristournes alloués aux agents du ministère des Finances. En réponse à la requête du ministre, le Conseil d'État lui a notifié son avis numéro 003-15 du 13 mai 2015, dont voici une copie que je tiens à votre disposition. Cet avis statue que l'arrêté numéro 308 MFE du 15 septembre 2003 déterminant les modalités de répartition de la ristourne de 2003 à nos jours n'est pas conforme à la loi numéro 2003-01 du 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières. Les deux autres arrêtés qu'il a abrogés ne respectent pas non plus la loi suivie. Un arrêté d'application ne saurait en aucun cas introduire une discrimination entre les agents du ministère des Finances, puisque non consacrés par la loi. Le Conseil d'État a expressément dit que l'administration en général et celle des finances en particulier constituent une équipe dont tous les acteurs contribuent, chacun dans son domaine de compétence, à la mobilisation de ressources pour le financement du budget. Une différence de traitement tenant à la seule appartenance à telle ou telle autre régie, telle que pratiquée, ne ressort pas de la loi. Les seuls critères à prendre en compte définis par l'article 4 de cette loi sont ceux du grade, de la fonction, du rendement et de la discipline. Conformément à l'article 5 de cette loi, l'arrêté portant modalité de répartition de la ristourne demeure la compétence exclusive du ministre des Finances. Contrairement à la pratique consacrée depuis 1903, les structures syndicales n'ont reçu de la loi aucune compétence dans la répartition des montants de la ristourne. Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Medaji Abdou, apporte également des précisions sur les informations diffusées par le Bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts qui s'avéreraient erronées sur le mode de gestion des primes de motivation et des informations sur le passage du ministre actuel des Finances à la tête de la Direction générale des impôts. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de cette édition. Ouverture à Niamey la première session au titre de l'année 2015 du comité technique de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. C'est le représentant du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses qui a ouvert les travaux. Le compte rendu avec Aïchatou Bawa et Issoufou Samaïna. Cette session, la première de l'année 2015, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le gouvernement en matière de transfert de compétences et de ressources au profit des collectivités territoriales. Ces travaux, qui dureront une journée, ont pour objectif la présentation du bilan d'exécution de la feuille de route 2014 et le projet de feuille de route 2015. Il vous souviendra que notre département ministériel a créé un comité technique en charge du transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales en 2013, ce qui signifie bien sûr la présence de la plupart d'entre vous en tant que représentants de vos structures respectives. Le comité technique, faut-il le rappeler, est un organe consultatif qui a pour mission de faciliter
la conduite du processus de transfert de compétences à travers la recherche d'une synergie d'intervention de tous les acteurs dans la réflexion, l'élaboration, l'exécution, le suivi, évaluation, ainsi que la préparation de tous les dossiers relatifs au processus. Participant à cette réunion, le programme d'action communautaire PAC 3, qui a financé ces travaux, se réjouit de sa tenue. Le programme d'action communautaire est un projet à envergure nationale. C'est la troisième phase du PAC. Et cette troisième phase permet de renforcer les capacités des collectivités territoriales, de 255 collectivités territoriales de base, c'est-à-dire les communes, les villes, les communes urbaines et rurales, et également les 7 conseils régionaux du Niger. Et c'est dans le cadre de ce renforcement des capacités des collectivités territoriales que le PAC a cru devoir effectivement appuyer les institutions nationales, à savoir la Direction générale de la décentralisation et des collectivités locales. À l'issue de cette session, des échanges fructueux découleront pour donner un nouvel essor à la mise en œuvre effective de la directive gouvernementale sur le transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. La 14e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA s'est tenue récemment à Togo, à Lomé au Togo. Le président de cette institution, notre compatriote Ibrahim Idi Ango, a en fin de mandat profité pour dresser le bilan de son mandat. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou. Ibrahim Idi Ango aura passé 9 ans à la tête de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Un défi à l'époque où l'institution disposait de peu de ressources humaines, de manque de moyens financiers et de visibilité pour assurer sa mission d'implication du secteur privé dans le processus d'intégration régionale. Défi relevé avec brio, aidé de la compétence avérée de cette ressource humaine, utilisée avec efficacité, qui a permis d'obtenir un bilan impressionnant. Tout au long des négociations concernant les accords de partenariat économique que vous connaissez, qui ont été longs, notre institution, au nom du secteur privé régional, a défendu la position du secteur privé avec clarté, avec équilibre, avec pertinence, en stigmatisant les responsabilités des uns et des autres, des différents acteurs de cet accord. Et je pense que de la vie unanime, elle a contribué à modifier fondamentalement un texte qui, au départ, s'apparentait mieux à un acte du déséquilibre de nos industries qu'à un dispositif chargé de leur promotion. Il s'agit ensuite de l'implication de notre institution dans la suppression de la double imposition des entreprises de quoi je parle et de l'accélération de la mondialisation fiscale dans notre zone, de l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises par les études des coûts de facteurs qu'elle a initiées, évidemment en collaboration avec la Commission, de la promotion des échanges intracommunautaires au sein de notre zone, avec l'organisation qui est devenue désormais institutionnelle de la foire de l'intégration régionale, dont la prochaine édition d'ailleurs aura lieu à Lomé ici même, de l'implication de notre institution dans la promotion de l'espace de l'Union comme zone d'investissement prioritaire pour des partenaires extérieurs diversifiés, du renforcement de capacités de nos jeunes promoteurs et de nos cadres d'entreprise à travers un programme dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler qui s'appelle Talent du Monde, un remarquable programme de formation et de renforcement des capacités de nos jeunes promoteurs, que nous avons commencé en 2010 et qui aujourd'hui, 5 ans après, a formé 140 jeunes promoteurs, dont des jeunes promoteurs très dynamiques du Togo, et 140 dont malheureusement j'ai du mal à vous donner la répartition puisqu'il s'agit de 111 hommes et de 29 femmes. Mais ça, ce sera sans doute le défi du prochain bureau de corriger ce grand déséquilibre. Il s'agit également de la pérennisation du financement de notre institution, à l'origine qui était limitée dans le temps, et qui aujourd'hui a acquis sa pérennité. Nous avons fait de ce fait, nous avons pu faire progresser notre budget de fonctionnement de 400 millions environ à 1,5 milliard et notre budget d'investissement de 0 francs à près de 8 milliards aujourd'hui.